Ah, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier l'association Espace Européen Gutenberg, qui me fait le plaisir de m'inviter ce soir pour son cycle Les Rendez-vous de Gutenberg. En particulier Monsieur Tincel, président de l'association, Sarah Lang, vice-présidente, et Laurine Sandoval, chargée de développement et de coordination. Pour la BNU, j'aimerais également remercier Alain Collat, directeur de la Bibliothèque nationale universitaire, Jérôme Schweitzer, en charge du pôle partage, diffusion et réseau, Benoît Wirman, en charge du service culture et médiation, et toute l'équipe de l'Action culturelle qui m'accueille aujourd'hui, en particulier David Brunner à la régie qui pilote cette soirée et que je remercie chaleureusement. Alors pour information, la conférence fait l'objet d'une captation et elle sera donc diffusée sur le site de l'espace européen Gutenberg, ce qui est un peu périlleux pour moi parce que ça vous donnera à tous et toutes l'opportunité de vérifier ce que je dis et de me contredire. Voilà. Mais en tout cas, ça sera donc en ligne sur le site de l'espace européen Gutenberg. Donc mon intervention est consacrée aux matrices du cabinet des estampes et des dessins, donc une institution dont j'ai la charge. Et il s'agit d'un ensemble qui n'a jamais été valorisé en tant que tel et que je vous propose de découvrir ce soir dans un premier temps. À travers un certain nombre d'exemples représentatifs, j'essaierai de vous présenter la variété et la qualité des matrices conservées et, quand on les connaît, les conditions dans lesquelles ces pièces sont rentrées dans nos collections.
Donc cette brève présentation sera ensuite élargie aux autres musées du réseau strasbourgeois, où l'on trouve presque partout des matrices, même si ça peut être surprenant, et pour ensuite élargir à d'autres institutions patrimoniales qui conservent des matrices, dont la BNU. Et dans un deuxième temps de ma présentation, je vous propose qu'on s'attarde sur un ensemble exceptionnel qui a fait l'objet d'une redécouverte au début de l'année, de 8 matrices, qui ont fait l'objet depuis d'une enquête minutieuse et qui ont permis de les identifier, de les localiser dans le temps et dans l'espace. Alors, le cabinet des estampes et des dessins conserve environ 150 matrices de gravures qui sont réalisées entre la fin du XVe siècle et le milieu du XIXe siècle, et donc qui correspondent grosso modo à l'amplitude globale des collections. C'est un ensemble qui est majoritairement composé d'illustrations d'artistes qui sont actifs à Strasbourg ou qui s'inscrivent dans un cadre alsatique, c'est-à-dire dans un contexte éditorial ou un sujet en lien avec l'Alsace. Alors là, on peut quand même signaler une distinction par rapport au fond des épreuves, au fond des gravures en elles-mêmes et des dessins, qui sont certes révélatrices de la tradition alsatique, mais pas dans cette proportion. Alors le plus ancien bois conservé chez nous est une matrice qui date vraisemblablement de la fin du XVe siècle, qui est peut-être strasbourgeoise, et dont on n'a pas encore réussi à préciser le contexte éditorial, mais on peut imaginer que cette matrice a été utilisée pour illustrer un livre. Donc, comme vous pouvez le constater, sur la gauche, la matrice porte des traces d'anciennes infestations d'insectes xylophages, qui sont visibles à la fois sur l'objet et sur le tirage moderne à droite, où vous pouvez identifier les galeries des insectes par des trous blancs, notamment dans le sol en damier. Le second plus ancien témoignage de la tradition de multiplication des images à Strasbourg est un petit cuivre travaillé au burin et qui représente deux saints, donc Saint-Jacques le Majeur et Saint-Laurent. Donc au moment de son entrée dans les collections, Hans Haug proposait de voir dans cette matrice l'influence des réalisations d'un graveur important, connu sous le nom de maître ES, sans que nous ayons pu corroborer ce rapprochement, ni même retrouver le contexte de réalisation, ou, encore plus intéressant, on n'a pas réussi à trouver d'autres épreuves de cette matrice. Disons qu'on n'a pas encore réussi. Donc le tirage que vous avez sur la droite est un tirage moderne du début du XXe siècle, et il appartient à tout un ensemble de tirages modernes qui ont vraisemblablement été réalisés d'après nos collections. Alors peut-être en raison de l'important fonds des archives municipales sur lequel je reviendrai, les matrices strasbourgeoises du XVIe siècle sont quasiment absentes de nos collections. Mais elles conservent néanmoins des matrices significatives du début du XVIIe siècle, à commencer par ce cuivre de Jacob van der Heyden, réalisé à Strasbourg donc, en 1625. Donc ce sont les armoiries de la ville. Et Jacob van der Heyden, on en parlait un tout petit peu en introduction, avec M. Orb, est une figure qui est peu connue du grand public, en tout cas insuffisamment connue à mon sens, parce qu'il reste le plus important graveur ou éditeur du début du XVIIe siècle à Strasbourg. Et on peut se souvenir qu'on lui doit les plus belles vues de Strasbourg gravées par Wenzel Hollar. Son contemporain Isaac Brun est également très bien représenté dans notre collection de matrices, avec notamment cette belle vue panoramique de Strasbourg, dont nous conservons donc le cuivre, ainsi qu'un tirage moderne, encore un, du début du XXe siècle. Alors Brun arrive jeune à Strasbourg, il est le fils d'un autre graveur qui s'appelle Franz Brun, et il a fait toute sa carrière dans la ville. Donc on peut dire que c'est le graveur le plus prolifique de la première moitié du XVIIe siècle. On le trouve souvent dans des représentations de la cathédrale ou de l'horloge.
Donc, comme il a une production très importante, ce n'est pas étonnant que son œuvre soit particulièrement bien représentée dans nos collections, puisqu'on va trouver d'autres matrices de Brun, et notamment ces vues des travaux et des mois, associés ici à deux tirages modernes. Donc les matrices peuvent être datées des années 1630, et elles ont été réutilisées par un éditeur strasbourgeois au XVIIIe siècle. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces matrices, c'est qu'il ne peut pas être restitué en présentation comme ça, c'est qu'elles ont fait l'objet d'une claire et évidente surexploitation. Elles ont été usées jusqu'à la corde et elles sont déformées par cette surexploitation, à tel point que la matrice de gauche a cédé, elle s'est fendue, et l'imprimeur l'a riftée, donc il l'a renforcée au verso de manière à pouvoir la réutiliser et continuer à l'user. La gravure des saisons que vous voyez ici, avec la matrice qui lui correspond, est tout à fait caractéristique du goût pour les séries que l'on pouvait voir dans la gravure germanique, mais aussi strasbourgeoise, dans les années 1620 et 1630. Alors, aussi bien pour cette matrice que pour les deux précédentes, il semble que les épreuves soient rarissimes, puisque j'en ai pas trouvé d'équivalent dans les grandes collections graphiques que j'ai explorées. Donc, les épreuves qu'on a sont quand même des témoignages a priori rarissimes. Alors pour le XVIIIe siècle, on peut s'étonner d'un nombre relativement limité de matrices dans les collections du cabinet des estampes, hormis une belle vue panoramique de Strasbourg par Jean ou Johann Striedbeck, qui est un des grands graveurs du milieu du XVIIIe siècle, ainsi que quelques culs de lampe de Jean-Martin Weiss, qui est représenté vraiment à la marge quand on compare avec sa notoriété aujourd'hui dans l'histoire de la gravure. Mais il y a quand même une exception pour le XVIIIe siècle. C'est la représentation d'un artiste et d'un atelier strasbourgeois, celui de Christophe Guérin. Alors, si vous m'avez déjà suivi en conférence, vous savez qu'il y a toujours un moment Guérin dans mes conférences. Donc, c'est maintenant. Donc, Christophe Guérin est un artiste assez savoureux, sous-estimé aujourd'hui. Et on conserve de sa production 10 plaques au cabinet des estampes et des dessins, qui est un nombre important, et avec une grande variété de sujets, et parfois des sujets un petit peu inattendus. Et c'est le cas notamment de cette plaque utilitaire qui est en fait une matrice d'assignat. Donc vous voyez qu'elle a été rayée de manière à ne plus pouvoir être utilisée. Mais on connaît bien le contexte éditorial et on a même la commande qui a été donnée à Guérin par l'imprimeur pour ces billets. Alors on a également des plaques, disons, plus attendues, avec des illustrations de pastorales, de scènes pastorales, qui sont typiques de l'univers dans lequel évolue Christophe Guérin. Et d'autres plaques assez attachantes, notamment une série de 4 plaques pour apprendre le dessin, et notamment des détails de parties du visage. Donc on a les yeux ici, mais j'aurais pu vous présenter la bouche ou les oreilles. Et en fait, ces plaques ont très vraisemblablement été utilisées par l'artiste dans le cadre de son activité de directeur d'une école de dessin qu'il avait fondée à Strasbourg. Donc vous voyez que sur cette illustration, c'est pas toujours facile de prendre en photo les matrices. Parce qu'évidemment, il y a une réflexion de la lumière qui est inévitable. Et c'est pour ça que quand on a l'épreuve, on arrive vraiment à se faire une idée très précise du sujet. Donc là, c'est encore une fois une épreuve moderne. Alors, autre image difficile à associer à son tirage, mais elle est néanmoins très utile, puisque le fond de matrice du cabinet des estampes conserve quelques gravures au physionotrace, donc des portraits au physionotrace, qui permettent de saisir l'impact de ce nouveau procédé à la fin du XVIIIe siècle,
et qui nous est également utile parce que pour la plupart des sujets qui sont présents dans nos fonds, il s'agit de personnalités ou disons, de portraits d'Alsaciens célèbres, comme ici Jean-Henri Heitz. Alors pour le 19e siècle, c'est probablement la période la mieux représentée dans nos collections, parce que nous avons la chance de conserver un nombre important de matrices de Johann Friedrich Helmsdorf, donc un artiste qui a été actif à Strasbourg, et notamment les matrices qui ont été utilisées pour la publication de on va dire, de son best-seller, un ouvrage publié en 1825 par Johann Aufschlager, qui s'appelle Das Elsass, Neue historisch-topographische Beschreibung der Rhein-Departement, et qui est donc publié à Strasbourg. Donc pour accompagner cet ouvrage, il y a un certain nombre d'illustrations qui sont réalisées entre 1824 et 1825 et qui sont donc confiées à Johann Friedrich Helmsdorf. Donc vous avez ici la scène de vendange à Hausbergen, qui est une scène qui est particulièrement appréciée des éditeurs aujourd'hui. Elle a été reproduite plusieurs fois par La Nuée Bleue, parce qu'on y voit une scène de vendange, on y voit les environs de Strasbourg, une scène un petit peu pittoresque, enfin tout à fait sympathique. Les autres sont peut-être un petit peu plus difficiles à lire. Vous avez ici les trois châteaux d'Egisheim, donc qui est signé et daté dans la plaque en 1824. Et une petite curiosité, on conserve également deux matrices pour le même motif, c'est-à-dire que la plaque a été refaite. Donc si vous regardez ici, je n'ai trouvé qu'une mauvaise illustration, mais elle vous permettra quand même d'identifier le motif. Donc c'est une vue de Kaisersberg, qui est datée de 1824. Donc vous devinez le massif un petit peu plus sombre sur la gauche de la plaque, le massif rocheux sur la droite. Et si vous regardez la deuxième matrice, vous voyez qui est un peu plus clair, on va retrouver les mêmes motifs. Et de Helmsdorf, on peut signaler un élément important. Ce sont ces deux matrices en pendant pour des gravures qui sont emblématiques et très appréciées des amateurs parce que elles sont particulièrement belles et ce sont encore des vues des environs de Strasbourg pour la première avec la route de Königshofen et elles sont également appréciées des éditeurs pour leur caractère disons utile notamment par rapport à la représentation des champs de tabac que vous avez au premier plan à gauche du tirage. Alors, j'ai très régulièrement été sollicité par des connaisseurs, des connaisseurs éclairés par rapport au monde de la gravure, qui avaient des versions aquarellées des épreuves. Et en fait, elles sont tellement fines, tellement, disons, bien faites que on a parfois du mal à distinguer s'il s'agit d'un multiple ou d'un original. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec la plaque, on voit vraiment la dimension de la cuvette et du motif et qui permet de trancher. Donc le pendant est une vue de Saverne dont vous avez à droite un tirage aquarellé et on est donc dans les années 1820. Alors, si on progresse dans le 19e siècle, il convient d'évoquer cette belle gravure, mais très difficile à représenter parce que très fine, qui est réalisée par Charles-Henri Vissant et publiée par l'imprimeur Fietta à Strasbourg, autour de 1850. Donc c'est une gravure qui représente donc l'horloge astronomique avec une scène de la vie quotidienne, une famille qui vient visiter la cathédrale et une mendiante qui est assise au bord du pilier des anges. Alors, autre matrice intéressante au milieu du XVIIIe siècle, c'est peut-être une des plus belles gravures, en tout cas un des plus beaux motifs de Théophile Schuler. Vous avez bien évidemment reconnu le Hans im Schnöckelloch, et c'est donc une matrice qui a fait l'objet de tirage en 1858. Donc on est au début de la carrière de Théophile Schuler. Le fond de matrice permet aussi d'apprécier l'apparition et le développement au milieu du XIXe siècle d'une imagerie plus populaire, avec notamment des pièces lorraines,
comme cette matrice pour la Mère Michel, qui est imprimée chez Thomas Héroy en 1863, donc avec une épreuve mise en couleur, conservée à la bibliothèque municipale de Metz. Et donc pour finir ce trop rapide panorama des collections des matrices du cabinet des estampes, on peut indiquer que les pierres lithographiques ils sont rarissimes. À ma connaissance, on en conserve 3, mais elles ne sont pas complètement absentes, avec notamment cette très belle pierre lithographique réalisée d'après un dessin de Charles-Auguste Schuller. Donc une énigmatique Madame de Turckheim, et une matrice qui est, enfin une pierre lithographique qui est quasiment indéplaçable tant elle est lourde. Alors après ce petit tour d'horizon des collections du cabinet des estampes, on peut élargir un tout petit peu le... alors avant d'élargir, je vous propose de faire un petit arrêt sur image sur une personnalité attachante dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Sabine Hackenschmidt, qui est en charge du cabinet des estampes et des dessins entre 1913 et 1939, donc à qui j'ai l'honneur de succéder, et qui a donc une connaissance extrêmement fine de la production des gravures, puisqu'elle était elle-même graveuse et qu'elle a vraisemblablement été recrutée au cabinet des estampes en sa qualité de graveuse. La voici, avec 2 beaux portraits de Lucien Bloumer. Le premier à gauche au début de sa carrière et ensuite un portrait au moment de son départ à la retraite. Alors comme vous pouvez le constater, elle maîtrisait différentes techniques de gravure. La gravure sur bois avec un grand bois à gauche et également la gravure à l'eau forte. Vous avez ici une scène avec des échafaudages sur la cathédrale à droite. Alors comme elle connaissait précisément cette technique, qu'elle disposait du matériel nécessaire au tirage, on peut raisonnablement soupçonner qu'on lui doit les épreuves modernes de certaines de nos matrices, qu'on a vues d'ailleurs au fil de mon discours. Et par ailleurs, elle a elle-même, pendant son mandat, acquis un certain nombre de matrices, probablement à des fins de documentation, comme cette copie 19e d'après Dürer, dont la Société des Amis des Arts a vraisemblablement une épreuve originale. Alors cette première évocation du contexte d'acquisition et plus globalement de la manière dont les œuvres sont rentrées dans les collections des musées de Strasbourg nous permet de constater que lorsque les œuvres disposent d'un numéro d'inventaire, ce qui est donc plutôt rare, c'est par l'intermédiaire du musée Hohenlohe qu'elles entrent, donc ce musée qui était donc la préfiguration du musée des arts décoratifs. Donc les matrices étant liées aux gravures et donc au papier, elles ont naturellement rejoint les collections du cabinet des estampes et des dessins au cours du XXe siècle, selon toute vraisemblance. Alors vous voyez ici un cliché du registre d'inventaire du musée des arts décoratifs, donc pour l'année 1949, avec un relevé tout à fait caractéristique des habitudes de ce bon Hans Haug, qui s'amusait à faire des dessins assez didactiques qui nous permettent aujourd'hui d'identifier beaucoup de choses, et qui correspond donc à l'entrée d'une des matrices qu'on a vues au début de mon exposé. Et donc plus rarement, les matrices pouvaient être acquises directement par le cabinet des estampes et des dessins, comme la copie d'après Dürer que j'évoquais précédemment, qui a été achetée en 1918 et qui apparaît ici dans le registre d'inventaire de l'année 1918 en portant la mention « Original Holstig Nachdruck nach Dürer ». Alors, les matrices sont des éléments qui sont répartis sur l'ensemble du réseau des musées de Strasbourg, en tout cas une majorité d'entre eux, en lien, la plupart du temps, avec leur collection. C'est le cas, par exemple, du musée historique, qui présente dans son parcours permanent un beau bois, peut-être de Hans Lutzelburger ou d'après lui, en lien avec la danse macabre de Holbein, publiée en 1526 sous le titre Les simulacres et historiés face de la mort.
Alors, c'est plus attendu, mais le musée Tom Ungerer, donc qui est spécifiquement consacré à l'illustration, conserve un petit ensemble de matrices, dont certaines qui sont entrées récemment, et notamment ces bois de Marcel Artaud, qui datent donc du XXe siècle. Alors les collections du musée d'art moderne sont également savoureuses, en particulier cette exceptionnelle matrice de Gustave Doré, donc, qui est dessinée et signée. Alors Monsieur Honegger, on évoquait avant la présence de la signature dans le sens de la lecture, elle est donc en bas à droite, et qui fait que cette matrice n'a pas été aboutie. On est vraiment sur un dessin avant l'intervention d'un éventuel graveur, mais qui pose quand même question, parce que le nom de l'artiste est dans le sens de la lecture. Donc l'hypothèse actuelle serait que Gustave Doré a pu vendre lui-même des matrices comme des œuvres d'art. Alors on trouve d'autres matrices au musée d'art moderne de Gustave Doré, et notamment ce beau personnage pour l'édition des aventures du baron de Munchausen, édition sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, moins attendu, mais le musée alsacien, donc, qui est un musée d'art et tradition populaire, conserve également plusieurs pierres lithographiques, donc, qui sont en lien avec ces collections, et en particulier avec l'imagerie de Wissembourg, auquel le musée avait rendu hommage à plusieurs occasions ces 20 dernières années. Donc ces matrices sont utiles parce qu'elles témoignent des différents propriétaires de l'imprimerie de Wissembourg. Donc ici Jean-Frédéric Wenzel avec la Très Sainte Vierge, donc une pierre lithographique avec un titre traduit en 3 langues. Dans le même répertoire d'images pieuses, le même Frédéric Wenzel avec une Vierge Marie, une pierre lithographique et une épreuve coloriée au pochoir, conservée au musée alsacien également. Une pierre lithographique pour une représentation combinée allégorique du printemps et de l'été, pour laquelle nous ne conservons pas d'épreuve correspondante. Et un cas un peu particulier d'une pierre lithographique réalisée par le successeur de Burckhardt, donc dans les années 1889-1906. La pierre lithographique à gauche qui a fait l'objet d'un tirage et d'une réutilisation par le successeur Ackermann et qui a retouché le texte. Donc si vous regardez, le texte ne correspond pas puisqu'il n'est plus qu'en français à droite. L'imprimeur a conservé le numéro de la planche, mais il a retouché la signature et le texte. Donc vous voyez que dans les pierres lithographiques du musée alsacien, on voit la grande diversité des sujets édités, des images pieuses aux petits soldats. On a également quelques scènes historiées, avec notamment les aventures d'un officier français en Afrique, donc une pierre lithographique réalisée avant 1880, avec une épreuve coloriée au pochoir. Et donc vous voyez ici l'ingéniosité de l'imprimerie de Wissembourg qui mettait donc les textes dans plusieurs langues de manière à pouvoir diffuser le plus largement possible ces tirages. Alors on peut également s'interroger sur l'existence de fonds de matrices dans d'autres collections patrimoniales à Strasbourg. Et la plus importante collection est sans aucun doute celle conservée aux archives de Strasbourg, aux archives municipales, puisque un ensemble vraiment capital regroupé par Paul Heitz y est tout à fait exceptionnel, et cet ensemble a fait l'objet d'une publication par Heitz lui-même en 1892, donc une publication qui est accessible en ligne. Et on va trouver dans cet ensemble un nombre tout à fait considérable de matrices du XVIe siècle, ce qui est probablement l'explication à la très faible proportion de plaques de cette période dans les collections des musées de Strasbourg. Vraisemblablement, Heitz ne nous aura laissé que des miettes. À titre d'exemple, vous verrez ici un bois alsacien donc du début du XVIe siècle, qui représente donc l'arbre généalogique d'Adalric, dans lequel on voit Saint-Odile
sur la droite du tronc en numéro 5. Mais on trouve également dans cet ensemble des œuvres sûres d'artistes aussi importants que Tobias Stimmer, Christoph Maurer ou Jost Amann. Alors la Société des Amis des Arts et des Musées, qui me fait le plaisir d'être représenté ce soir, a eu la générosité de me présenter récemment cette matrice à gauche, une matrice donc du XVIIe siècle, dont le cabinet des estampes et des dessins conservait une épreuve moderne. Et bien évidemment, on peut finir ce panorama avec certains éléments qui sont conservés dans ces murs, notamment le très beau fond de lettrine utilisé pour l'ouvrage des légendes d'Alsace de Spitz, avec des matrices pour les initiales dessinées par Joseph Sattler, ici, ou Charles Spindler, mais on trouvera également Léo Schnoog ou encore Victor Prouvé. Complémentaire des matrices qu'on a vues au Musée d'Art moderne et contemporain, on peut signaler les magnifiques bois gravés de Gustave Doré, donc 3 bois qui sont conservés ici. Donc ici vous en voyez un premier, un second ici, et toutes 3 ont fait l'objet d'une recontextualisation par Jérôme Schweitzer dans la revue de la BNU en 2013, qui est accessible en ligne et que je vous invite évidemment à consulter. Alors ce tour d'horizon vous permet, je pense, de vous faire une idée sur la physionomie des collections strasbourgeoises, qui sont donc, vous l'avez constaté, assez riches. Mais ce tour d'horizon doit aussi nous permettre de saisir à quel point l'ensemble récemment redécouvert dénote et constitue une exceptionnelle piste de recherche. Alors, voici les 8 matrices vues dans leur ensemble. Donc on va bien évidemment les voir en détail. Mais vous pouvez quand même constater une très grande homogénéité de taille et d'aspect. Toutes en fer. Elles ont toutes des dimensions proches d'une carte postale. Donc c'est un ensemble qui nous impose d'évoquer une des grandes dynasties artistiques de la Renaissance dans l'Empire germanique, qui est la famille Hopfer. Alors grâce à l'importante exposition monographique que les musées de Munich ont consacrée à Daniel Hopfer en 2009-2010, on connaît mieux l'activité et les contours de la production de cet atelier capital pour la gravure au début du XVIe siècle. Donc c'est un atelier qui remonte à l'installation de Daniel Hopfer à Augsbourg, à la toute fin du XVe siècle, où il était initialement actif comme peintre et armurier. Et c'est donc dans la Corporation des Orfèvres qu'il va apparaître en 1493. Donc c'est le tout début de son activité à ce moment-là. Alors la ville d'Augsbourg est à ce moment-là un des principaux centres d'orfèvrerie germanique. Et donc le choix de s'implanter là pour Daniel Hopfer s'explique en raison de l'importante tradition artistique de la ville, notamment autour du travail du métal et des très nombreux ateliers d'orfèvres qui s'y trouvaient. Donc je vous ai signalé que Daniel Hopfer était peintre et armurier. Et parmi les réalisations d'armes ou d'armures qui nous sont parvenues et dont l'attribution est sûre, on peut signaler par exemple la très belle armure conservée à la Wallace Collection, qui a un niveau de détail tout à fait saisissant. Donc ce sont des détails réalisés par Daniel Hopfer. Et on peut également signaler cette magnifique armure réalisée par Coleman Hellschmidt et qui est conservée aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art de New York, où, une fois de plus, Daniel Hopfer intervient pour décorer le métal. Donc en complément de cette activité d'armurier, Daniel Hopfer s'est illustré dans le domaine de la gravure, et essentiellement dans la gravure de l'eau forte, à l'eau forte, avec un corpus qui est aujourd'hui estimé à environ 150 sujets. Alors on trouve dans sa production une très grande diversité de motifs qui vont du portrait aux gravures d'ornement.
Donc on voit ici son monogramme, donc DH, surmonté d'un cône de houblon, donc qui renvoie donc à son patronyme, Hopfen en allemand. Alors, l'historiographie de l'art considère l'atelier Hopfer, et Daniel Hopfer en particulier, comme un des tout premiers foyers à utiliser de l'acide pour mordre du métal et ainsi préparer les gravures. Donc, cette technique que Daniel Hopfer maîtrisait parce qu'elle faisait partie des outils à disposition des armuriers pour décorer les éléments métalliques, est peu à peu expérimentée sur des matrices de gravure, et notamment sur du fer, qui était le matériau de prédilection dans la fabrication des armures. Donc après plusieurs évolutions et améliorations, donc ce procédé portera le nom de l'eau forte, Heizung en allemand, et c'est une technique de morsure qui va évoluer et faire l'objet au XVIIe siècle de théorisation et d'expérimentation, portée notamment par Abraham Boss et Jacques Callot, donc Abraham Boss qui est l'auteur de cette gravure, qui représente précisément un atelier de graveur, avec notamment une bassine à l'arrière-plan, derrière le personnage debout, et des bouteilles d'acide qui sont sur l'étagère en haut à gauche, donc qui permettent d'évoquer un tout petit peu la complexité et la cuisine de l'eau forte. Par ailleurs, les différents traités théoriques autour des beaux-arts au XVIIe, XVIIIe et même XIXe siècle évoqueront systématiquement la spécificité et la complexité de la technique de l'eau forte initiée par Daniel Hopfer. Alors la première matrice sur laquelle je m'arrête est donc réalisée par Daniel Hopfer, donc père de cette dynastie. Il s'agit d'un motif de 7 bandes ornementales, dont 5 de même dimension, et de forme trapézoïdale, donc plus large en bas qu'en haut, dans lesquelles on va distinguer des personnages, des angelots, une vierge à l'enfant, Sainte Anne, ainsi que Saint Georges. En complément de ces motifs, on trouve des motifs de grotesques, des feuilles ou des mascarons. Alors la forme de ces 5 bandes trapézoïdales juxtaposées évoque celle de fourreaux de couteaux ou de lames. Et c'est la raison pour laquelle les premiers commentaires sur ce motif l'associaient à la décoration d'armes. Et c'est vrai qu'on trouve des motifs comparables sur certaines armes conservées et réalisées par Daniel Hopfer, comme sur cette épée dite Ottenreich. Alors une autre hypothèse que je trouve séduisante propose d'y voir un motif préparatoire pour la décoration d'un plateau de jeu, donc le jeu Trick-Track, qui était très populaire à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, et dont vous pouvez voir ici une gravure d'illustration par Johann Théodore de Brie. Alors les 7 autres matrices de l'ensemble appartiennent à une série de 16 gravures d'interprétation réalisées par Lambert Hopfer, donc fils de Daniel, d'après Une passion sur cuivre d'Albrecht Dürer. Alors formés dans l'atelier familial, les 2 fils de Daniel, Lambert et Hieronymus, vont perpétuer une tradition de production de gravures en se concentrant sur des gravures d'interprétation, donc c'est-à-dire qu'elles vont transposer des motifs préexistants à l'eau forte, mais les fils vont perpétuer également le travail sur les armes initiées par le père, les armes et les armures. Donc Lambert est l'aîné de la fratrie, qui compte également un 3e frère qui s'appelle Georg, mais qui est marchand et qui n'aura aucun lien avec la gravure ou l'édition. Donc le corpus gravé de Lambert atteint approximativement 40 motifs, quand son frère Hieronymus en a gravé le double, et son père environ 150. Donc Lambert a essentiellement réalisé des gravures d'interprétation d'après Dürer, dont les 16 gravures d'après La Passion sur cuivre, même si, on le verra, ces interprétations prennent parfois quelques libertés avec les modèles. Alors la Passion sur cuivre de Dürer est un ensemble de 16 burins, réalisés entre 1507 et 1513 par Albrecht Dürer.
Donc c'est une temporalité assez longue dans laquelle on peut signaler que Dürer n'a pas commencé par les premiers épisodes de la Passion. Il a comblé, disons, les différents épisodes au fur et à mesure du temps. La série d'interprétations éditée par l'atelier Hopfer va intervenir relativement vite, puisque on considère qu'elles sont produites à Augsbourg entre 1520 et 1530, ce qui correspond à la principale période d'activité de Lambert Hopfer. Alors, afin d'apprécier les 7 matrices conservées chez nous, je vous propose de les voir en détail dans l'ordre du récit biblique et avec une organisation systématique. Donc, vous avez à gauche la source, la gravure de Dürer. Au centre, la matrice Hopfer, et à droite, une épreuve de cette matrice. Donc je précise que les épreuves ne proviennent pas des collections du cabinet des estampes, on n'en conserve que 2, mais elles ont été empruntées au fond du Rijksmuseum et du British Museum. Donc c'est une organisation qui vous permettra de saisir que l'interprétation est relativement fidèle par rapport au modèle, même si il y a quelques variantes. Et on peut constater aussi que la maîtrise de la gravure est moins fine dans l'atelier Hopfer que chez Dürer. Donc on commence ici avec le baiser de Judas. Donc Dürer y travaille en 1508. Et vous voyez que le traitement des visages, notamment du personnage en bas à droite qui tient cette massue, sont plus sommaires, moins souples. Le Christ devant Caïphe, donc en 1512. Vous voyez ici une fois encore que la figure qui est à droite du Christ dans l'épreuve de Hopfer est moins habile, plus grossière. Et Hopfer a réutilisé l'implantation du monogramme de Dürer dans le petit cartel qui surplombe la scène à peu près au milieu. Donc le Christ devant Pilate, avec la réutilisation de cette perspective architecturée et qui s'ouvre sur un paysage urbain à l'arrière-plan. Le portement de croix, qui est peut-être une des très très belles matrices de l'atelier Hopfer. La crucifixion, également très belle, mais vous voyez que les proportions ne correspondent pas exactement. La tête du Christ paraît un petit peu trop grande et le traitement des visages de la Vierge et de Saint Jean sont également moins fins. C'est également le cas pour la déploration. Vous voyez des toutes petites variantes dans la composition, notamment dans l'implantation du paysage à travers les barreaux de l'échelle. Et pour celle-ci, je trouve tout à fait significatif que la maîtrise de la perspective, notamment dans la représentation anatomique du corps du Christ vu en raccourci et de son visage, est nettement moins efficace chez Hopfer, où si vous regardez le visage du Christ, on a l'impression vraiment qu'il est plaqué, qu'il est vu de face, mais qu'il est plaqué sur un corps vu dans la profondeur. Alors les matrices du cabinet des estampes et des dessins, donc réalisées à Augsbourg, restent pendant le XVIe siècle dans l'atelier Hopfer, puis restent chez leurs descendants. Par la suite, on sait que 230 matrices du fonds d'atelier Hopfer sont récupérées à la fin du XVIIe siècle, afin d'être réutilisées par David Funk, qui va les republier à partir de 1684. Au préalable, Funk a très légèrement et discrètement modifié les matrices, dont les rééditions sont facilement identifiables grâce aux numéros ajoutés. Donc à gauche, vous avez un tirage du XVIe. À droite, vous avez un tirage de la fin du XVIIe. Donc vous voyez qu'il y a un numéro 177 qui apparaît et qui apparaît donc encore aujourd'hui sur la plaque. Donc ce numéro, qui est communément appelé numéro Funk, est courant et permet aux historiens des descriptions précises et des datations des tirages.
Alors, il ne vous aura pas échappé que la série conservée au cabinet des estampes et des dessins est incomplète par rapport à la série originelle, puisque on ne trouve que 7 motifs sur les 16. Ça veut dire qu'il en manque 9 qui restent à trouver ou qui ont été fondues ou détruites. Alors, on retrouve la trace des matrices Hopfer en 1802 à Francfort-sur-le-Main, quand Carl Wilhelm Silberberg, un collectionneur et marchand d'art, rachète 92 matrices de l'atelier Hopfer. Et avec cette matière première, il décide de réimprimer les matrices en sa possession pour réaliser un livre connu sous le titre de Opera Hopferiana, et donc publié en 1802. Donc l'ouvrage est entièrement numérisé et accessible en ligne, et cette numérisation permet de reconnaître dans l'ouvrage la matrice de Daniel Hopfer, donc avec ses symboles trapézoïdaux, donc numéro 51 dans l'ouvrage, ainsi que les 7 matrices de Lambert Hopfer, avec des défauts identifiables sur les matrices, donc allant des numéros 86 à 92 du livre. Alors, il est très probable que Silberberg, en 1802, ne possédait déjà plus les 9 matrices qui manquent à notre collection, et que la série était déjà incomplète à cette époque. Alors, grâce à la Staatsbibliothek de Bamberg, qui conserve 4 matrices de l'atelier Hopfer, réalisées par Daniel ou Hieronymus, on sait que plusieurs matrices ont été expertisées en 1916 à Munich et confiées à un imprimeur, Heinrich Wetteroth, afin qu'il les nettoie et en fasse éventuellement des tirages. À cette occasion, le dos des matrices a été recouvert de bitume afin de les protéger de l'oxydation. Et donc cette intervention semble correspondre au dos des matrices du cabinet des estampes et des dessins, qui sont elles-mêmes recouvertes d'une matière noire qui semble être du bitume. Alors la découverte de ces matrices donc au début de l'année, et leur attribution confirmée par le spécialiste Christoph Metzger, d'après photo, modifie considérablement la connaissance qu'on avait de l'atelier Hopfer, dont d'autres matrices nous sont parvenues, on le verra par la suite. Donc avant notre découverte, vous voyez qu'il y avait un déséquilibre important entre la part du père, en bleu, avec 37 matrices conservées, la part de Hieronymus, avec 12 matrices conservées, et la part de Lambert, qui n'avait que 3 matrices identifiées. Donc aujourd'hui, après cette redécouverte, vous voyez que les choses se rééquilibrent, et que on a donc la production paternelle qui reste majoritaire, mais que le travail des deux fils est quasiment équilibré. Alors parmi les collections qui ont identifié et publié des matrices de Hopfer, des collections publiques, on peut signaler la très belle plaque du Victoria and Albert Museum, mais également les matrices conservées donc à Bamberg que j'évoquais précédemment, avec des planches ornementales comme cette scène avec des tritons et des sirènes, contemporaines des nôtres, ou cette scène ornementale avec Neptune et Cérès, où vous retrouvez dans la partie supérieure non seulement le monogramme des H, mais également le numéro Funk en haut à gauche. Et ici, une matrice également conservée à Bamberg, d'après Dürer, avec la naissance du Christ, pour Hieronymus Hopfer, donc le frère qui est absent des 8 matrices que l'on conserve. Alors il nous reste encore 2 étapes à parcourir dans le parcours étonnant de cet ensemble, apparu à Augsbourg entre 1515 et 1530. Et les recherches préparatoires à cette conférence ont permis d'établir que les matrices ont été acquises en 1942 par Kurt Martin afin d'enrichir les collections strasbourgeoises. Alors voici un portrait photographique de Kurt Martin, historien de l'art, directeur des musées de Karlsruhe. Kurt Martin obtient en 1940 la charge de l'administration générale des musées du Rhin supérieur, donc Generalverwaltung der Oberrheinischen Museen. Donc une organisation qui regroupait l'ensemble des musées d'Alsace et de Bade.
et qui était donc chapeauté par Kurt Martin. Donc dans cette fonction, il mena sous l'occupation une ambitieuse politique d'acquisition, notamment pour le musée des Beaux-Arts de la ville de Strasbourg. Donc le bureau de Kurt Martin étant établi à Karlsruhe, et il était au préalable directeur des musées de Karlsruhe, il a connaissance d'une collection particulière de la ville qui conservait les matrices de l'atelier Hopfer, la collection de Sieglinde von Arnim. Alors, comme la plupart des acquisitions réalisées après 1941, les matrices achetées pour Strasbourg vont rester pendant toute la guerre dans des dépôts, et plus précisément dans les dépôts de Heilbronn. Avec l'avancée des troupes alliées, ce dépôt fait l'objet d'un examen et intégrera le collecting point de Wiesbaden, mis en place par les officiers américains relevant du service Museums, Fine Arts and Archives, donc le fameux MFANA. Donc ce sont des points de collecte qui ont été vraiment très importants et qui avaient pour objectif de regrouper et répertorier les biens mis à l'abri par les Allemands et de les restituer, le cas échéant, à leurs légitimes propriétaires. Alors afin d'y parvenir, le service américain est accompagné par Rose Valland et le capitaine James Rorimer. Alors cet aspect est actuellement traité dans une exposition du Musée des Beaux-Arts, l'exposition MNR, de manière tout à fait didactique. Donc si vous voulez vous faire une idée encore plus précise de ce sujet que j'effleure seulement, je vous invite à voir cette exposition qui est vraiment déterminante pour la connaissance qu'on a de cette période. Alors une fois collecté et récupéré par le service américain, chaque objet va faire l'objet d'une fiche avec photo, une fiche récapitulative qui va regrouper toutes les informations connues sur les œuvres. Et donc, je vous ai reproduit ici la fiche de la première matrice de l'atelier Hopfer, celle dont on imagine qu'elle a servi pour préparer des plateaux de tric-trac. Vous voyez à droite qu'elle est reproduite en photographie et que vous avez un certain nombre de cases qui sont remplies et qui donnent à la fois les mesures, la matière, l'état de conservation. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'auteur n'a pas été identifié. En haut à gauche, le deuxième champ, on a identifié que c'était germanique du XVIe, mais le lien n'a pas été fait avec Hopfer. En haut à droite, vous avez le numéro d'entrée dans le collecting point et l'indication de la provenance Heilbronn. Donc après enquête de Rose Valland et de ses services, les matrices obtiennent une autorisation de sortie le 24 mai 1946. Alors Kurt Martin n'ayant jamais adhéré au parti nazi, il fait très rapidement l'objet d'une réhabilitation de la part de l'armée américaine et il a par ailleurs entretenu avant, durant et après la guerre des relations étroites avec Hans Haug, qui travaillait à ses côtés afin de faire rapatrier à Strasbourg les acquisitions réalisées sous son autorité. Donc là, je cite Hans Haug. En ce qui concerne les tableaux et autres objets d'art des musées, il serait indiqué que le conservateur des musées de Strasbourg, ainsi que le docteur Kurt Martin, antérieurement directeur intérimaire des musées de Strasbourg, actuellement domicilié aux environs de Pfullendorf et facile à joindre par le bureau de la Première Armée, soient présents à l'opération de restitution. Donc après les opérations de vérification de Rose Valland, que vous voyez ici aux côtés de Kurt Martin à Donaueschingen, vraisemblablement en 1945. Donc les œuvres ayant obtenu un bon de sortie, elles intègrent les musées de Strasbourg, qu'elles ne quitteront plus, mais où elles ont perdu, disons, le lien avec leur provenance et leur autorité. Donc quand elles entrent à Strasbourg, plus personne ne sait qu'elles sont de Hopfer. Et jusqu'au mois de février, on ignorait tout de leur présence et de leur parcours. Donc vous voyez ici les différentes étapes de ce parcours. Elles sont nombreuses, elles sont sinueuses, complexes. Et pour vous donner une autre idée, je vous montre ici les déplacements qu'elles ont connus. Donc elles apparaissent à Augsbourg, on les retrouve à Nuremberg, ensuite à Francfort, probablement à Munich,
puis à Karlsruhe, et pour finir, Strasbourg. Alors, que va-t-il advenir désormais de cette matière première? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Finalement, la restitution de ce soir, c'est un point d'étape qui appelle, à mon sens, à poursuivre les investigations et les valorisations de cet ensemble. Et donc, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, une publication numérique complétera cette présentation et elle sera accessible gratuitement sur le site internet des musées de Strasbourg dans la revue ITEM, donc la revue numérique des musées de Strasbourg. Alors, à mon sens, c'est une recherche qui appelle un complément universitaire, peut-être un mémoire de master, afin de cartographier encore plus finement ces collections de matrices et éventuellement en identifier d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Et pour finir, cette modeste présentation appelle un catalogage exhaustif pour les collections du cabinet des estampes et des dessins, qui précédera une mise en ligne sur le portail de nos collections, donc qui interviendra vraisemblablement au cours de l'année 2023. Donc, je tenais à vous remercier tout particulièrement pour votre attention et la qualité de votre écoute. Et j'ai pas tout à fait terminé puisque, de circonstance, je voulais vous montrer une dernière matrice utilisée pour un calendrier du 19e siècle et qui représente donc une scène de soir de Noël dans la famille dans l'atelier d'un menuisier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous aurez énormément de questions et que nous pourrons poursuivre nos échanges avec vous. Je vous remercie. Donc Laurine me signale qu'il y a un micro dans la salle. N'hésitez pas. Tout simplement, les conditions de la disparition et de la redécouverte, elles ont disparu dans les caisses, dans les papiers, dans les coffres, ou elles ont échappé elles étaient connues mais pas inventoriées? Alors, de l'histoire que moi je peux restituer, de ce que je connais, en fait, elles étaient là, mais elles n'avaient pas de numéro d'inventaire. Et le seul numéro qui apparaissait sur les matrices, c'était le numéro du collecting point, en fait, collecting point de Wiesbaden, qui pouvait correspondre à une date. Donc c'était une fausse piste, puisqu'il y avait un numéro 1870. Donc on a dépouillé tous les inventaires, on a essayé de fouiller partout pour voir si c'était des choses qui remontaient au 19e siècle, ce qui n'aurait pas été exclu, puisqu'on a aussi des matrices en acier du 19e siècle. Et c'est au début de l'année 2022 que, en cherchant complètement autre chose, j'ai revu ces plaques et j'ai voulu creuser un peu la question du monogramme. Et c'est là que j'ai tout de suite trouvé des tirages qui correspondaient. Et donc, Aude Brio les a vus en avant-première en photo. Elle m'a tout de suite recommandé de les présenter à Christophe Metzger, donc l'auteur de la monographie, qui n'a pas attendu 10 minutes avant de me répondre en me disant c'est du 16e, c'est du Hopfer et c'est important. Donc là, la mécanique s'est mise en branle et puis toutes les étapes ont pu être reconstituées. C'était vraiment une pelote de laine qu'on a pu préciser, même s'il reste encore des trous, des blancs dans l'histoire de ces matrices. Merci. D'une façon plus générale, quels sont les canaux de circulation et de redécouverte de ce type de matrice au-delà de Strasbourg? Alors, c'est difficile de parler, d'extrapoler. Moi, je peux vous dire exactement, assez précisément, où elles se trouvaient avant de rentrer chez nous, puisqu'il y avait beaucoup de ces matrices qui étaient conservées dans des ateliers d'imprimeurs. Donc, il y avait vraisemblablement une tradition de récupération de cette matière, peut-être pour la préserver, un petit peu ce que fait d'ailleurs l'espace européen à Gutenberg. Donc elles étaient récupérées et on trouve parfois au dos des évocations d'ateliers d'imprimeurs qui les conservaient. Alors peut-être aussi, il faut être honnête, pour garder sous le coup d'une matière première qui aurait pu être réutilisée à d'autres fins. Après, les matrices, c'est vraiment une sorte de trou noir historiographique parce qu'elles sont peut-être pas suffisamment exploitées par les chercheurs.
On en trouve quelques-unes sur le marché de l'art. Et c'est assez étonnant, mais pour préparer cette conférence, je suis allé voir plusieurs libraires, plusieurs marchands, on trouve toujours des matrices chez eux, mais elles sont jamais à vendre. Donc, ils les gardent parce qu'elles ont évidemment une valeur documentaire et didactique, quoi. On voit très bien l'origine de tout ça. Après, la complexité des matrices aussi joue contre elles, puisque on les trouve dans des bibliothèques ou dans des musées. Est-ce que c'est une matière première de musée? Est-ce que c'est une matière première en lien avec le livre? Les deux, évidemment. Mais du coup, les chercheurs sont obligés de se démultiplier afin d'être exhaustifs. Donc je pense que c'est quelque chose qui alimente la mauvaise connaissance qu'on peut avoir de cette typologie d'objets. Merci. Oui, peut-être juste pour compléter justement sur ces objets particuliers, en fait, c'est vrai qu'elles ont une durée de vie limitée aussi. Vous avez montré tout au début de votre conférence que voilà, il y a des matrices qui sont très usées. Et en fait, quand elles sont usées, en général, on les jette, on récupère on récupère le métal pour un tout autre usage, merci. Et en fait, vous parliez aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de pierres lithographiques. Et en fait, c'est assez normal parce qu'en fait, la pierre lithographique, on l'efface on la sable. Et on refait un motif par-dessus. Donc ça, c'était juste pour compléter. Moi, j'avais une question par rapport à l'ouvrage de 1802 que vous avez montré. Ouais. En fait, dans les pages que vous avez présentées, il n'y a pas que les matrices des musées de Strasbourg, il y en a d'autres. Oui. Est-ce qu'elles font partie des matrices qui sont documentées, qui sont encore préservées des Hopfer Alors, je ne les ai pas retrouvées. J'ai retrouvé effectivement les 8 de chez nous, mais je pense qu'il y a des matrices qui sont dans des collections particulières et qui ne sont pas accessibles. Mais j'aimerais bien échanger avec Monsieur Metzger pour qu'il ait parce que lui, il a établi en fait la cartographie très précise et en tant que spécialiste de l'atelier, il doit avoir des contacts avec des collections particulières plus difficiles d'accès, peut-être un peu impénétrables, mais il faudrait croiser en fait. Ça serait intéressant de voir dans l'édition de 1802 qu'est-ce qui subsiste dans les choses documentées aujourd'hui. Oui, parce qu'a priori, Zilberberg, c'est ça le nom. Il a utilisé que des matrices originales en fait pour ça. Oui. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Okay. Les 92 qui sont reproduites, c'est disons la queue de comète qu'il a réussi à acquérir et à reproduire en fait. Okay. Donc, tout était chez lui à ce moment-là. Merci. Mais Aude, je me permets de vous signaler une anecdote intéressante par rapport aux matrices des pierres lithographiques. En fait, elles sont tellement solides et tellement lourdes que on en trouve parfois dans des maçonneries. C'est-à-dire qu'on en a fait des murs, tout simplement. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand vous avez montré des matrices recouvertes de bitume qui sont noircies. Comment ça se passe pour la conservation? Qu'est-ce qui reste? Parce que ça paraît un peu perdu quand on voit ça. En fait, donc c'est le dos de ces matrices qui a été, disons, recouvert pour éviter l'oxydation. Alors, ça donne une forme assez étonnante et une matérialité assez étonnante, presque un peu lunaire, et qu'elles avaient par ailleurs parce que en fait elles sont pas lisses au dos. Il y a vraiment un côté très martelé et pas du tout homogène. Donc oui, c'est un procédé de préservation. Et on constate aussi, je vais le reprendre, mais on constate aussi les plaques ont été gravées, mais disons presque au tournevis. En fait, si vous regardez, vous avez des chiffres romains que vous devinez ici, là, en haut. Vous voyez ? Donc en fait, dans la couche de bitume, il y a quelqu'un qui a numéroté les plaques de 1 à 8. Donc vous voyez, il y a vraiment cet aspect assez énigmatique. C'est assez beau, on dirait un peu du soulage. mais c'était pas fait pour être beau. C'était fait pour les protéger de la rouille, quoi. Okay, d'accord. Merci.
Alors là, on a la chance d'avoir une association qui est spécialiste dans la réutilisation et dans la collecte des pierres lithographiques. Donc alors, Monsieur Tincel, vous me dites si je me trompe, c'est une pierre calcaire qui est extrêmement compacte. Hein. Bon, ouais, je peux vous répondre, comme je suis encore imprimeur lithographe. C'est une pierre, c'est un calcaire qui a un grain très très serré, puisque on va jouer sur l'opposition entre l'humidité et le gras, l'eau et le gras et le gras. Donc si la pierre, le calcaire était trop poreux, donc ce sont certaines couches de calcaire lithographique. D'ailleurs, c'est un calcaire géologiquement, c'est du calcaire lithographique qui a donc un grain très serré, et on en trouve d'ailleurs différentes qualités. Les plus grandes carrières étaient en Allemagne, mais il y a eu quelques-unes en France également, dans le sud de la France, au Vigan, etc. Mais la meilleure qualité, c'est les pierres grises, qui étaient utilisées beaucoup pour les travaux de gravure, notamment sur pierre. Merci. Alors, vous parlez de matrices, je voudrais juste compléter en disant que il en reste des matrices, et notamment, par exemple, à l'imprimerie Pellerin, à Épinal. Ils ont une collection de plusieurs centaines de pierres avec des illustrations qui ont été dessinées. Ils imprimaient quand la lithographie est arrivée. Auparavant, c'était effectivement du bois gravé, mais quand la lithographie est arrivée, ils imprimaient le noir en lithographie, et après c'était au pochoir, effectivement, chez Pellerin. Mais donc il y a encore des fonds, il y a encore des matrices à trouver également, puisqu'on n'effaçait pas tout, notamment pour l'usage artisanal. On conservait les pierres. Je pense qu'il y en a également qui sont conservés à Wissembourg. Ouais. Monsieur Colbus, vous aviez une question. Oui, c'est simplement une précision. D'abord, je vous remercie Oui, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble du périple de ce soir. Non, ça concernait donc la matrice que vous avez eu la gentillesse de présenter, enfin celle de Durer. Oui, voilà, celle de Durer, d'après Durer, bien évidemment, malheureusement. c'est la plus belle, bien sûr. Donc Samson terrassant le lion. Je pensais également à celle de Wepfer, que vous avez présentée là. Donc nous possédons, et juste pour information, nous possédons également encore donc une pierre lithographique que je vous présenterai à l'occasion, puisque voilà, notre fonds est très riche et je n'avais simplement pas pensé. Alors elle a été usée à force de tirage. Oui, donc celle-ci effectivement, voilà, avec comme vous le disiez, son tirage moderne. Donc finalement, mais voilà, mais je vous présenterai cette pierre avec grand plaisir. Lithographique, c'est Schuller ou pas? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais c'est rangé et non inventorié. C'est un peu comme dans certaines caisses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir. Oh, il y a énormément de choses à découvrir. Florian, une question qui est un peu en aparté. À propos de ces matrices, ça m'a évoqué très fortement les moules à Springerle, par exemple, ou les moules à Hostie. Et je me demande, et c'est pas très loin, ce sont les mêmes artisans qui travaillaient sur ces supports. Je me demande si effectivement là, il n'y a pas aussi une piste en fait à explorer, puisque le musée alsacien était concerné par quelques matrices. Et souvent, ce sont des espèces de production un peu accessoires, entre guillemets. Populaire. Et comme on sait, la notion d'objet d'art, elle évolue et elle bouge en permanence. Ces matrices auraient été complètement négligées il y a quelques décennies. Aujourd'hui, elles reviennent sur le devant. Et donc, raison de plus peut-être pour se poser des regards sur les plaques de fonte, les chenets, enfin des choses comme ça, qui sont toujours partantes des gravures des grands maîtres et qui sont des sous-produits, en quelque sorte. Et qui, peut-être d'ici quelques années, prendront une valeur tout à fait différente. Évidemment, c'est révélateur de la porosité entre disons, les sujets dits savants et des choses considérées comme plus populaires. Mais...
Et juste pour conclure, peut-être, là ça devient des débats de théoriciens, de techniciens très précis pour les pierres lithographiques. Une pierre lithographique ne signifie pas forcément qu'elle soit originale, parce que la pierre lithographique est extrêmement versatile et permet des reports sans fin. Les imprimeurs lithographes le savent eux-mêmes. Pour accélérer les cadences, on multipliait comme ça les matrices d'une pierre à l'autre, et c'est un support qui a une histoire tout à fait différente que les matrices bois ou métal, qui indéniablement sont des originaux. Sur la pierre litho, c'est toujours un peu plus ambigu, en fait. Enfin, des originaux qui ont quand même la particularité, on l'a vu pour Helmsdorf, de pouvoir être, tout simplement refait si le cuivre était trop fatigué. Nous, on a un exemple d'un bois de bois de Stimmer, de tirage. Donc très clairement, ce sont des reprises de bois de Stimmer qui étaient vraisemblablement trop fatigués, où il y a la marque du Forman Schneider, qui n'est pas Stimmer, et donc quand le bois était trop fatigué, on refaisait tout simplement le même motif. Alors du coup, on se retrouve avec deux bois originaux, en fait. C'est une question intéressante. Merci. Bonsoir, monsieur. Alors, je voulais vous demander si le fait de rayer les plaques qui les rendait donc inutilisables, est-ce que ça a pu accélérer le fait qu'on les jette ou qu'elles disparaissent? Oui, alors je vois ce que vous voulez dire, c'est par rapport à celle qui est l'Assigna. Oui. Alors c'est un cas un peu particulier parce qu'effectivement aujourd'hui dans la pratique artistique, la destruction des plaques permet à l'artiste de contrôler le nombre de tirages et du coup de les limiter et d'en augmenter la valeur. Mais on ne peut pas forcément projeter cette manière de faire trop loin parce que c'était pas le cas. Il y avait vraiment une volonté de produire le plus possible et effectivement les plaques pouvaient être détruites pour en faire d'autres, mais il n'y avait pas de limitation et de destruction de la matrice à des fins de perspective de marché, quoi. Donc là, celle-ci, elle était clairement rayée parce qu'on voulait pas qu'on fasse de fausse monnaie, quoi. Mais pour les autres, elles souffrent un peu du temps parce que effectivement, d'abord elles ont servi. Et puis ensuite, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à manipuler, à conserver. La moindre rayure marque. En fait, c'est une matière, enfin en tout cas quand c'est du cuivre, c'est une matière quand même assez fragile, quoi. Elle prend très vite les impacts et tout ça. Donc, mais elles n'étaient pas forcément délibérément rayées. Merci. Encore une question? Oui, il y a une question qui m'intéressait aussi, c'était la valeur commerciale des matrices, comme ce que vous avez abordé avec Gustave Doré. Est-ce que d'autres artistes l'avaient fait? Est-ce que Gustave Doré l'avait déjà fait? C'est intriguant ces questions parce que, notamment le 19e siècle, on est à une ère où la reproduction d'œuvres d'art est beaucoup plus importante. Donc voilà, c'est très intriguant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudrait poser la question à Franck Neury parce qu'il est spécialiste de l'artiste et il a une idée, à mon avis, assez précise de la réponse. Mais d'abord, je crois que Gustave Doré il avait quand même une très forte conscience de ses qualités et de son importance et même des aspirations débordantes à de la reconnaissance et à donc voilà. Après, je pense que tous les artistes, quelle que soit la période, sont des gens qui doivent faire commerce de leur production et que il n'y a pas ce côté, disons, humaniste et hors sol qu'on pourrait imaginer. Les artistes font ces œuvres pour les multiplier, les vendre le plus possible. Après, je pense que clairement, les matrices avant la période moderne, elles n'ont pas un statut. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, leur statut, on l'a évoqué, il est complexe. Donc, elles n'ont pas forcément une valeur marchande importante. On peut signaler qu'il y a un fonds important de matrices au musée Nancy, au musée de Nancy, les matrices de Callot. Évoquer aussi la calcographie du Louvre ou le musée du Louvre. On a évoqué récemment avec des élèves de l'université des matrices de Goya. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Pierre, qui ont été acquises récemment sur le marché de l'art. Mais c'est tout à fait exceptionnel parce que finalement elles sont très rares. Donc c'est difficile d'établir une cote. Si un marchand se retrouve avec une matrice importante d'un artiste important, c'est des choses qui sont, à mon avis, qui ont une très grande valeur.
marchande, j'entends, en plus de patrimoniale. Oui. À partir de quelle époque a-t-on donné une valeur à ces matrices? Par exemple, j'avais vu que les prisons imaginaires avaient été fait assiérer sous Napoléon. Donc c'était déjà le début d'une collection de ces matrices, précisément. Oui. En fait, je pense qu'il y a quand même comment dire, la dimension patrimoniale et la valeur patrimoniale de ces matrices, elle est établie très tôt. Et je pense qu'il y avait des amateurs, des cabinets de curiosité ou des choses comme ça, dans lesquels on trouvait des matrices dès je pense que ça fait aucun doute que dès le XVIe siècle ou le XVIIe siècle, c'était des objets presque de curiosité et qui soulevaient l'intérêt des amateurs. Après, c'est sûr qu'en termes patrimonial, c'est au XIXe siècle que les choses vont se mettre en place, et notamment par l'intermédiaire de la calcographie du Louvre, qui va vraiment être le bras armé de la constitution d'une collection de matrices pour permettre et contrôler des retirages, et qui fonctionne encore aujourd'hui. Donc je pense que vous visez juste le XIXe siècle, c'est peut-être la période où les musées vont prendre conscience de l'intérêt patrimonial et de la nécessité de collecter cette matière première. Sauf que l'assiérage en question n'est pas patrimonial, il est commercial. Ça permettait de retirer les plaques, en fait. Oui. Oui. Et quels sont les procédés de conservation mis en œuvre? Alors là, vous mettez le doigt sur une des difficultés, en fait, de tout ça. Parce que, par exemple, le métal n'a pas les mêmes, nécessités de conservation que le papier. Le métal doit être conservé dans des réserves plus sèches, de manière à éviter les départs de corrosion. Sauf que la plupart du temps, en fait, les collections que j'ai évoquées sont conservées dans les mêmes réserves que des réserves de papier, donc avec des conditions d'hygrométrie médiane et de température médiane. Alors, il se trouve que ce qui est important, c'est la stabilité des valeurs et pas forcément les valeurs en elles-mêmes. Donc, en fait, les matrices dans l'ensemble sont bien conservées et en bon état. Mais c'est un casse-tête pour les conservateurs. Ça, c'est évident. Donc elles sont conservées dans des boîtes qui correspondent à des boîtes de conservation de gravure, et elles sont dans ces boîtes, dans des pochettes, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frottement entre les différentes matrices. Il y a des calages. Et voilà. Donc celles de Hopfer sont conservées dans des pochettes normalement utilisées pour les cartes postales. Donc elles sont complètement glissées dans des espèces de petites pochettes transparentes qui permettent leur consultation et qui permettent qu'elles ne se raillent pas les unes sur les autres. Je voudrais juste faire une petite précision justement sur l'aspect patrimonial de ces objets. En fait, c'est vraiment des objets qui ont un statut très particulier parce que pour l'amateur, en fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un tirage. En fait, d'avoir, par exemple, ce type d'objet chez soi. Comme vous l'avez montré, c'est difficilement lisible et plus particulièrement pour le cuivre. On parlait tout à l'heure, entre nous, de savoir, sur les plaques de cuivre, d'acier de Hopfer, on voit mieux les traits que sur les plaques de cuivre. Par exemple, pour un collectionneur ou un particulier, ça n'a aucun intérêt pour lui d'exposer ou d'accrocher. Il y a quelques cas de matrices qui finissent encadrées, mais au final, ça n'a pas tellement d'intérêt esthétique parce qu'on voit pas grand-chose dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un collectionnisme qui se met en place hyper tôt, surtout pour des artistes qui sont célébrés. Il y a le cas le plus ancien de collection de matrices, si je me trompe pas, c'est l'empereur Rodolphe II qui a la plaque du Saint-Eustache de Dürer et qui va la faire dorer. Bon, maintenant, on ne sait pas où elle est. Donc, il y a peut-être encore quelque chose à trouver. Et on voit beaucoup. Pour les quelques-unes qui restent, c'est visiblement pas le cas du
C'est Saint-Jacques, Saint-Roch et Saint-Laurent, la petite. Oui, la première, oui. Que vous avez, mais en fait, ils en ont quelques-unes à la BNF qui sont aussi dorées, en fait. Voilà. Il y en a une dorée de Dürer à Bamberg, qui vraisemblablement aurait appartenu à la même collection. Oui, ça fait sens. Ouais. Et là, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, on va traficoter les matrices, les encadrer. Donc là, vous voyez une de celles de la BNU. Elle est montée dans un montage, une sorte d'écrin, et elle a été blanchie. Donc en fait, elle a été blanchie de manière à pouvoir être lue et exposée, en fait, ou accrochée dans un intérieur, mais en elle-même, elle ne l'était pas. Donc effectivement, les amateurs sont obligés de trouver des trucs pour qu'elle soit accessible, quoi. Celle-ci aussi. Oui, Florian. J'étais à vos côtés en tant que stagiaire quand vous étudiez ces plaques, justement. J'aimerais savoir, à cette époque-là, vous étiez interrogatif, pour ne pas dire circonspect, par rapport à la provenance de ces plaques. Quel est l'état actuel de vos recherches quant à la provenance et quel est le statut de ces plaques ? Alors en fait, les recherches ont permis d'avancer et donc de combler la plupart des blancs. Donc on connaît le contexte que j'ai évoqué très sommairement, donc l'intervention de Courtemartin, la provenance. En fait, on a pu établir que les acquisitions de Courtemartin pour les musées de Strasbourg ont fait l'objet d'une inspection, disons, globale et d'une validation avec un statut un petit peu particulier pour les œuvres de Strasbourg. Donc après la guerre, il y a vraiment des commissions juridiques qui vont plancher sur le statut de ces œuvres achetées dans un petit peu toute l'Europe. Alors Courtemartin avait avait une conscience extrêmement fine des choses. Il a d'ailleurs fait l'objet d'enquêtes pendant la guerre des nazis. Donc il a été inquiété parce qu'il refusait d'appliquer un certain nombre de choses. Donc les œuvres maintenant sont inscrites à l'inventaire et l'article que vous pourrez lire pour compléter ma présentation va plus loin en fait dans cette précision sur le contexte, sur comment ça s'est passé. J'essaye d'établir qui est cette Frau von Arnim. Donc cet article va un petit peu plus loin et je vous invite donc à le lire et de toute façon je vous dirai Pierre quand il sera en ligne pour augmenter mes statistiques de consultation. Mais oui, en fait on connaît un petit peu mieux le cadre juridique et puis le cadre historique aussi dans lequel ces œuvres s'inscrivent. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Bien. Un grand merci Florian Siffert pour cette conférence passionnante et merci à vous tous d'être venus y assister. Je vous invite maintenant à un petit verre de l'amitié. À la sortie, on pourra continuer à échanger sur ce passionnant sujet. Oui. Merci. Merci à tous et à toutes.